Alors bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la séquence du théâtre. La séquence du théâtre qui va porter un petit peu sur les objectifs du baccalauréat de français. Ça peut servir un petit peu pour à tous les niveaux, mais ça va se porter aussi, enfin spécialement, sur le bac de français, avec plus particulièrement l'œuvre Le Menteur de Pierre Corneille, en œuvre de séquence avec le parcours mensonge et comédie. Donc tout d'abord, pour parler du parcours. Parcours mensonge, donc ça se lie avec tout ce qui est mensonge, quiproquo, rebondissement. Et pourquoi on parle de mensonge et comédie? Parce qu'en fait, tous ces rebondissements, ces mensonges et ces quiproquos comiques, comme je viens de le dire, sont comiques en fait. Et on peut les retrouver à travers notamment l'œuvre Le Menteur de Pierre Corneille. C'est-à-dire que dans Le Menteur de Pierre Corneille, le dramaturge Corneille met en scène le personnage principal de Dorante, donc là je vous parle un petit peu de l'œuvre, qui est un menteur éloquent, donc qui maîtrise l'art de bien parler, l'art de bien mentir, c'est le cas de le dire, et en fait il effectue un enchaînement un petit peu de mensonges, de rebondissements et quiproquos, et c'est ça qui rend la scène comique. C'est pour ça qu'on parle d'un parcours un petit peu de mensonges et de comédie. C'est-à-dire que tous ces mensonges deviennent comiques aux yeux du public, aux yeux du spectateur. Pour parler un petit peu de l'œuvre, donc il y a plusieurs personnages. Il y a Dorante, le personnage principal, le menteur éloquent. Il y a son père Géronte, son valet Cliton, et les femmes à qui il s'adresse pour les séduire, la belle Clarisse, Lucrèce et les suivantes, Isabelle. Donc c'est un peu les personnes principales. Donc voilà pour l'œuvre. Je peux vous citer quelques citations sur divers thèmes. Donc par exemple, une citation de Dorante à Clarisse qui, Dorante, là dans ce cas, use un petit peu d'un langage un peu... il use de son éloquence pour séduire Clarisse, je cite, acte 3, scène 5. « Oui, c'est moi qui voudrais effacer de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi, que vivre sans vous voir est un sort rigoureux, c'est ou ne vivre point, ou vivre malheureux. » Déjà, on constate la beauté du langage, un langage un peu poétique employé par Dorante. Donc ça montre déjà, ça donne envie de l'écouter puisqu'il parle de manière très aisée, très éloquente, très poétique. En plus, dans la manière dont il use les mots, on a l'impression que c'est réel, alors qu'en fait, il est en train de mentir à Clarisse. Une autre citation que je peux vous dire, acte 3, scène 6, c'est le valet, donc Cléton, qui parle à Dorante en parlant de la vérité. Quand un menteur l'a dit, en passant par sa bouche, elle perd son crédit. En parlant de la vérité. C'est une autre citation sur l'idée du mensonge. Acte 1, scène 1. Donc là, c'est par rapport à l'amour. C'est Dorante à Cléton, dans la scène d'exposition où il parle à son valet, où il revient de Poitiers après avoir fait des études de droit. Et il aimerait s'intéresser, donc ça c'est un peu la scène d'exposition qui porte un peu sur l'ensemble de la pièce. Il aimerait savoir comment on gouverne les dames par les citations suivantes. « Dis-moi comment ce lieu on gouverne les dames », Dorante à Cléton. Donc voilà, après il y en a plein d'autres, des citations. Je vous ai souligné les principales. Toujours acte 1, scène 1, Dorante à Cléton qui prend un air un petit peu hautain, un petit peu qui use de son rôle de maître, qui en abuse presque. Je cite, « Ne t'effarouche point, je ne cherche à vrai dire que quelques connaissances où on se plaise à rire. » Donc voilà, encore cette idée un petit peu du langage éloquent, du langage poétique. Acte 2, scène 4, Alcippe, rongé par la jalousie, veut provoquer Dorante, parce qu'en fait, Alcippe, c'est le fiancé de Clarisse. Et Dorante est en train de faire du charme, de charmer Clarisse. Donc ça ne plaît pas du tout à Alcippe, ce qui est totalement logique. Je cite, Alcippe qui tente un petit peu de provoquer Dorante en duel par la citation suivante, donc acte 2, scène 4. S'il est homme de cœur, ce jour même nos armes régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes. Acte 2, scène 5, Dorante à Géronte. Donc c'est la scène où Dorante effectue encore un mensonge et ment à son père en faisant croire qu'elle est mariée. Il emploie un langage assez guerrier, un peu homme d'honneur. La citation suivante. « Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas ma tête en répondait. » Géronte à Dorante, acte 5, scène 3. « Et ne savez-vous point, avec toute la France, d'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance, et que la vertu seule a mis en ce haut rang, ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans leur sang ?»
Acte 5, scène 2, Géronte seule. Donc je le dis un peu dans le désordre, mais c'est pour vous montrer un petit peu à chaque fois comment Géronte est naïf vis-à-vis de son fils, comment Dorante use de son caractère inné, de ce don inné, de son art de bien converser, de bien parler pour séduire son entourage, enfin pour séduire dans le sens manipuler, tromper son entourage et notamment séduire les belles dames, comme il l'a dit à Cléton. Dorante là qui prend un rôle un petit peu de victime, donc qui retourne la scène un petit peu. Acte 3, scène 5, donc c'est la scène un peu du trompeur trompé. Moi marié, ce sont des pièces qu'on vous a faites, quiconque vous l'a dit, c'est voulu divertir. Acte 5, scène 2, du coup je disais. Est-il dessous le ciel, père plus malheureux, est-il affront plus grand pour un cœur généreux? Donc voilà, donc, c'est différentes citations un petit peu qu'on pouvait retenir pour des dissertations par exemple, sur l'œuvre principale, Le menteur de Pierre Corneille. Après, il y a des citations complémentaires, des citations des passages qu'on peut relever. Donc, par exemple, il y a le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Sylvia qui parle de Dorante, donc là c'est encore Dorante, mais c'est un autre Dorante. Il va m'en compter, laissons-le dire, pourvu qu'il m'instruise. Donc c'est une citation un peu encore sur cette idée du mensonge. Et en plus, ça se lie bien au menteur, parce que c'est le même personnage dans deux histoires différentes qui effectuent des mensonges. Dorante à Arlequin, là il y a des citations aussi que je vais citer, il y en a plusieurs. Donc Arlequin, c'est le valet de Dorante dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Et en fait, Arlequin, il joue un peu le rôle de Cliton, c'est un peu le même principe, c'est un peu la même scène. Et la manière dont en fait se comporte Dorante vis-à-vis d'Arlequin, c'est un peu le même comportement qu'a Dorante vis-à-vis de Cliton dans Le Menteur. Je cite par les citations suivantes, donc de Dorante à Arlequin. Butor que tu es, première citation, tais-toi, deuxième citation, viens donc impertinent, troisième citation, insolent, maraud, misérable, tu mériterais 100 coups de bâton, tu es un fourbe, quel extravagant, etc. etc. Bon, il y en a plein. Mais tout pour montrer un petit peu le caractère agressif, entre guillemets, du maître vis-à-vis de son valet. Donc ça, c'est dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, entre Dorante et Arlequin, enfin Dorante face à Arlequin. Mais on voit quand même que ça reste la même chose, avec des mots comme maraud, etc. Dans le furbeau de Scapin, entre Scapin et son maître Géronte. On lui prépare son stratagème avec notamment la scène du sac, en première comparaison. Mais également et tout simplement dans le menteur de Pierre Corneille, entre Dorante et Cliton. Dorante était assez méchant, il dit tais-toi maraud, etc. Et il emploie des termes assez similaires, des insultes assez similaires, pour insulter en fait simplement son valet. Donc c'est des scènes assez... on peut créer des liens qui sont joignables. Ensuite, comme autre œuvre complémentaire, il y en a plusieurs. Il y a le Tartuffe, le Misanthrope de Molière, les deux. Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Et une œuvre un petit peu, donc c'est un roman, mais il y a des liens. C'est L'Adversaire d'Emmanuel Carrère. Donc par rapport au Tartuffe, les liens communs, c'est que le Tartuffe abuse de la confiance d'Orgon afin de s'emparer de ses biens, donc s'emparer un peu de sa richesse. Donc ça, c'est dans le Tartuffe. Dans Le Menteur, Dorante, lui, abuse de la naïveté de son entourage pour tromper, dans le sens de manipuler son entourage, mais également séduire les femmes. C'est pour ça qu'il va se faire une place à Paris et que dans la scène d'exposition, il convoque son valet. Au niveau de la fin, le Tartuffe, donc il y a l'hypocrisie du Tartuffe qui est dévoilée. Et dans Le Menteur, Dorante, il y a des scènes où il y a le trompeur trompé, où à la fin ça s'arrange. Au niveau de la naïveté des personnages, donc dans le Tartuffe, il y a Orgon qui est très naïf face à Tartuffe. Et dans Le Menteur, c'est Géronte, donc le père de Dorante, qui est très naïf face à son fils. Voilà pour le Tartuffe. Dans le Misanthrope, il y a une opposition, là, cette fois-ci. Donc là, c'est plus pour créer un peu une divergence entre le Misanthrope et le Menteur, puisque dans le Misanthrope, Alceste veut toujours dire la vérité, il refuse de mentir par principe, et il veut toujours dire la vérité par principe. Tandis que dans le Menteur, le Dorante ment toujours. En fait, il ment tellement que pour lui, c'est inné de mentir, ça devient une habitude de mentir. Donc voilà, ensuite une opposition amoureuse, car dans Le Menteur de Pierre Corneille, Dorante ment pour séduire Clarisse, mais se trompe d'identité, donc ça crée des quiproquos amoureux. C'est Lucrèce. Et dans le Misanthrope, Alceste aime Célimène, donc il est amoureux d'elle, cependant, elle incarne tout ce qu'il n'aime pas, donc elle incarne l'esprit mondain, la légèreté, et c'est des atouts, des traits de caractère
que Alceste n'aime pas. Donc c'est un peu ambivalent, puisqu'en même temps, il est amoureux de Célimène, et en même temps, il n'aime pas tellement son caractère. Donc ça le positionne dans une phase un petit peu de malheur. Voilà pour le misanthrope. Donc le misanthrope et le Tartuffe, c'est 2 pièces de Molière, comme je le disais. Ensuite, nous avons l'adversaire d'Emmanuel Carrère, où le lien commun, c'est que dans le livre d'Emmanuel Carrère, l'adversaire, il y a Roman, donc c'est le prénom, hein, R-O-M-A-N-D, qui ment pendant 18 ans sur sa vie professionnelle. La seule différence, Dorante, le point commun, c'est qu'il ment aussi, il ment tout le temps, il ment toujours. Mais la différence, c'est que Dorante, lui, c'est des mensonges comiques, c'est pour ça qu'on est dans le parcours mensonge et comédie. C'est assez comique, ça sert un peu à divertir, ça plaît au public, c'est plaisant parce que ça divertit. Tandis que le mensonge de Roman dans l'adversaire, d'Emmanuel Carrère, c'est des mensonges tragiques qui vont avoir une répercussion à la fin. Et justement, à la fin, Dorante revient à la vie réelle, donc il s'excuse un peu, il fait comprendre qu'il a menti et que c'est un menteur. Tandis que Roman, lui, ne prend pas son identité, son mensonge l'a vraiment déconnecté de la vie et il tue son entourage, quoi, pour échapper à la vérité. Donc c'est vraiment une fin très tragique. Au niveau des caractères, il y a un autre point commun, c'est que Dorante lui modifie son identité. Il se fait passer pour un homme d'honneur, un homme honorable, respectable, etc. Et Roman, lui, dans l'adversaire, s'invente une vie, mais d'une double vie imaginaire. Donc c'est les points communs dans le sens où les 2 personnages principaux modifient un petit peu leur vie en ajoutant quelques éléments ou en modifiant certains éléments. Donc ça, c'est le point commun. Donc voilà pour l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Et enfin, dernière œuvre complémentaire, c'est le mariage Figaro, comme je le disais, de Beaumarchais, où les points communs, c'est que autant Dorante et Figaro sont tous les 2 rusés, usent de leur art de bien parler, l'art de bien converser, pour mentir, pour manipuler, donc ils sont assez rusés. C'est un peu comme les favoris de Scapin, Scapin est fourbe. Là, c'est un peu cette idée-là, où Figaro, autant que Dorante, sont rusés, sont fourbes, et usent justement de leur art de bien parler, de bien converser. Alors, ils usent de leur éloquence pour mentir, manipuler leur propre entourage. Donc voilà, et au niveau des caractères, traits de caractère, Dorante est à la fois charmant et manipulateur, donc il use de son art de bien parler et de son charme pour manipuler les femmes, pour les séduire et tenter de les manipuler. Et Figaro, lui, est à la fois serviteur et rebelle, donc c'est-à-dire qu'il sert un petit peu son entourage, il a un rôle un peu de valet, mais en même temps, il se rebelle un peu. Donc voilà pour les traits de caractère. Enfin, dernière comparaison avec le menteur de Pierre Corneille, c'est une autre pièce de Molière, c'est Don Juan, où Don Juan est un faux manipulateur qui, un petit peu comme Dorante, manipule les femmes. Donc, il y a l'exemple de la scène avec les paysannes, où Don Juan manipule les 2 paysannes pour tenter de les séduire. Les paysannes que sont Charlotte et Mathurine, excusez-moi. Et en fait, il les manipule, il leur fait croire à chacun de belles paroles, pour tenter de les séduire, mais en fait, du coup, c'est assez malin, et il se rend pas compte qu'il les fait souffrir. Il les manipule et c'est assez horrible. Voilà pour une autre œuvre complémentaire qu'on pouvait ajouter. Ensuite, comme citation d'une autre œuvre encore complémentaire, mais ça peut plus être soit pour l'introduction, donc pour l'accroche, soit pour une possible ouverture dans une problématique. Ça peut être des citations de l'art poétique de Nicolas Boileau. Par exemple, quand il parle du théâtre à propos de la comédie, il dit « Dans chaque âme est marqué à de différents traits, un geste la découvre, un rien la fait apparaître. Présentez-vous partout les images naïves, que chacun y soit peint des couleurs les plus vives. Étudiez la cour et connaissez la ville, l'une et l'autre est toujours en modèle fertile. Il faut que ces acteurs badinent noblement, que son nœud bien formé se dénoue aisément. » Donc, en fait, dans l'art poétique, on parle d'un art poétique parce qu'il le formule, c'est un poème, il le formule de manière poétique. La structure est poétique. Mais là, par exemple, il parle de la comédie, donc qui est un genre théâtral, on va dire un sous-genre de genre littéraire, parce que le genre théâtral, c'est un des genres littéraires. Et on peut dire que la comédie, c'est un genre du théâtre. Donc c'est une mise en abîme du genre, on peut dire que c'est un sous-genre littéraire. C'est un sous-genre du théâtre, sous-genre. Donc voilà, et c'est des possibles citations dans lesquelles Nicolas Boileau parle du théâtre, décrit un petit peu les règles de bienséance,
les règles des 3 unités, unité de lieu, de temps et d'action, ou les règles un petit peu de structure syntaxicale du théâtre, et plus particulièrement de la comédie. Et donc ça peut être pas mal pour une possible, voilà, comme je disais, accroche ou ouverture. Donc voilà. Donc là, je vous ai essentiellement parlé de la dissertation, donc tous les citations, éléments qui peuvent servir dans le cadre d'une dissertation. Mais si vous prenez le commentaire, ça va être un peu différent. Donc pour analyser le texte théâtral pour un commentaire, voici les 11 étapes qui peuvent être suggérées. Dans un premier temps, le texte théâtral, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait pour être pas forcément lu, mais plus pour être joué. Donc il ne faut vraiment pas oublier qu'on est dans cette idée où il y a de l'action, il y a des mouvements, il y a quelque chose qui se produit, mais de base, le texte théâtral, c'est vraiment l'action, c'est vraiment les mises en scène. Donc c'est pas juste un texte qu'on lit comme un roman. Premier événement. Deuxième événement, est-ce qu'on est dans un théâtre en prose ou en vers? Donc c'est la structure. Est-ce qu'on est plutôt en prose ou en vers? Donc ça, c'est par exemple par rapport au menteur. On est plutôt sous forme de vers parce que c'est assez poétique. Et la manière surtout dont l'éloquence de Dorante est exprimée, est composée par Corneille, nous montre qu'on est bien en vers et qu'on est vraiment dans un discours, dans une pièce de théâtre de genre poétique, donc de poésie. Troisième étape, s'agit-il d'un moment particulier d'intrigue? Donc savoir à quel moment on est. Est-ce qu'on est plutôt dans l'introduction, scène d'exposition? Est-ce qu'on est dans le nœud, donc on est en plein dans l'histoire, au cœur? Est-ce qu'on est dans le dénouement, donc vers la fin, l'histoire est en train de se conclure, la vérité est annoncée, tout finit bien ou tout finit mal? Enfin plutôt tout finit bien comme dans une comédie, on suppose. Si c'est une tragédie, ce serait tout finit mal. Ensuite, quatrième étape, observer les didascalies. Si elles sont internes, externes, comment elles sont présentées, comment elles déploient un petit peu le caractère des personnages, leurs actions à un moment précis, etc. Il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Quelle relation s'établit entre les paroles et les gestes? Quel ton doit être adopté, etc. Donc c'est un peu comme je le disais. Cinquième étape, que sait-on de chaque personnage? Donc quelles informations à travers le texte on a? Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Quelle image donne-t-il de lui? Donc pour chaque personnage, quelle image donne le texte? Donc par exemple, s'il y a des onomatopées pour un personnage, ça va peut-être indiquer qu'il souffre, donc c'est peut-être une victime, un personnage naïf. L'autre, celui qui attaque, il va être plus méchant. Peut-être qu'en fait, au final, c'est un jeu. Donc là, par exemple, c'est pour la scène du sac. Voilà, donc en fait, il faut vraiment tout observer, parce qu'il peut y avoir la première impression où, d'après le texte, on voit que tel personnage est victime et tel personnage est le bourreau, l'agresseur. Mais peut-être qu'en fait, en réalité, c'est l'inverse. Peut-être que juste là, c'est l'inverse. Il y a une inversion maître-valet pour une journée pour s'amuser, ou peut-être que c'est la scène du sac, donc c'est le valet qui a inversé son rôle et qui a pris entre guillemets le rôle du maître pour se venger, mais qu'en fait habituellement c'est pas le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au premier sens, aux premières impressions et aux interprétations, aux deuxièmes impressions qu'on peut interpréter après. Donc c'est un peu les interprétations cachées entre guillemets. Donc voilà, quelles images les autres personnages donnent-ils de lui? Quel lien unit les personnages? Quel rapport? Est-ce qu'il y a des rapports harmonieux conflictuels? Et si oui, quels sont-ils? Donc, quels sont les rapports harmonieux s'il y en a? Et quels sont les rapports conflictuels s'il y en a? Quels sont les éventuels rapports de force, etc. Donc ça, c'est vraiment sur les personnages et leurs actions, ou leur côté passif. Sixième étape, quel est le registre de langue des différents personnages? Emploient-ils le même registre? Donc c'est les registres pathétiques, épiques, polémiques, etc. Étape 7, étude de la double énonciation. Est-ce qu'il y a des effets comiques ou tragiques? Voilà. Et est-ce que surtout il y a une double énonciation? Est-ce qu'il y a un personnage qui modifie son rôle, comme dans la scène du sac, où Scapin contrefait sa voix, change de rôle? Voilà. Est-ce qu'il y a cet effet-là ou pas? Oui ou non? Sinon, il n'y a rien à dire. Juste dire qu'il n'y en a pas ou ne rien dire. Et si oui, comment ça se manifeste, etc. Faut toujours... Dès que c'est non, en fait, généralement, il faut juste dire non, il ne faut rien dire. Il faut justifier, mais c'est surtout dès que c'est oui. Dès que c'est oui, pourquoi, comment ça se manifeste, par quel biais, etc. etc. C'est toujours ces questions qui sont très essentielles qu'il faut se poser. Donc voilà, 10e étape. Donc il y a toujours l'idée du registre un petit peu, on va plus loin, mais on analyse vraiment la tonalité, le ton, etc. Donc ça se répète un peu. Et 11e étape, ça c'est un peu l'ensemble, c'est un peu la répétition, etc. Repérer éventuellement les différentes manifestations du comique, mots, gestes et situations. Donc, par exemple, si on est dans un comique de situation, comment la situation se déroule, quels sont les mots comiques un petit peu, qui agrémentent le côté comique de la scène qui sont employés, donc quels mots sont employés pour
rendre comique la scène, quels gestes ou actions que nous informe les didascalies ou que réalisent les personnages sont dans le texte, enfin, quelles informations on a sur l'action il y a, donc voilà, quelles sont ces informations, etc. Donc ça, c'était pour le commentaire de texte, si vous prenez le commentaire de texte au théâtre. Ensuite, autre information assez importante pour l'époque un petit peu du menteur, c'est de distinguer deux phases. Le théâtre avec le classicisme, et donc le théâtre classique, et le baroque, qui sont deux types de théâtre complètement opposés. On a d'un côté le théâtre classique avec un petit peu, donc, qui est assez ordonné, qui on peut se dire rentre dans les principes du côté classique, avec la vraisemblance, on essaye de faire quelque chose qui ressemble à la réalité. La bienséance, on ne montre jamais de mort sur scène, on montre que des choses assez positives. Là, il y a les règles des 3 unités, unité de lieu, de temps et d'action. Donc l'unité de lieu où ça se passe, le décor, etc. Le temps, à quelle période, quelle année, quelle époque, quel siècle. Et l'action, qu'est-ce qui se passe, intrigue. Voilà, il y a un seul héros et des personnages secondaires. C'est écrit en alexandrin, et c'est assez clarté, c'est assez mesuré, c'est bien organisé. Et ça s'oppose au théâtre baroque, où là, dans le baroque, on peut montrer la violence, on montre l'irrationnel, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui est extraordinaire. Il peut y avoir de l'éclatement, il n'y a pas forcément de règles, c'est pas forcément ordonné, voire même pas du tout. Il y a plusieurs, enfin, il n'y a pas forcément un héros, il peut y en avoir plusieurs, et généralement, il y en a plusieurs. On montre un peu le côté complexe de la scène et c'est démesuré. Donc ça se pose vraiment, c'est-à-dire que le théâtre classique, ça rentre vraiment dans les codes, dans les règles, tandis que le théâtre baroque, c'est assez libre, c'est assez, on pourrait dire, entre guillemets, surréaliste, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Ensuite, quelques informations pour le théâtre, d'un point de vue global. Donc voilà, donc on a étudié le classicisme, tu peux voir le côté harmonieux, etc. Il y a la tragédie classique. Donc quand on parle de tragédie, donc, par exemple, c'est quand il y a un destin, fatalité, quelque chose qui est déjà programmé, la terreur, des expressions. Donc ça peut être lié à la mythologie gréco-romaine, à des événements déjà marqués comme dans la Bible, par l'histoire où c'est déjà écrit, c'est déjà prévu. Voilà, la comédie, c'est par exemple le menteur, etc. Quand c'est comique, quand plus un effet qui cherche à faire rire, ou alors juste c'est pas tragique, c'est pas triste, quoi. C'est pas forcément drôle, mais c'est ni drôle ni triste entre guillemets. Une autre type de pièce de théâtre, c'est la farce qui est plutôt employée au Moyen-Âge, avec des fables, des contes, etc. etc. Et ça emploie un petit peu le côté pareil, un peu comique. Ensuite, pour la dénonciation des caractères humains, que l'on peut retrouver à travers le théâtre, il y a l'idée par exemple du castigat ridendo mores. Donc là, ça se joint un peu à la littérature d'idées, on corrige les mœurs par le rire. Donc le fait de corriger un petit peu les erreurs, les fautes. Par exemple, là, donc Corneille vise à dénoncer le mensonge, l'erreur en faisant rire, en divertissant son public. Donc ça se lie à cette idée du placere et docere, donc plaire et instruire. En même temps, c'est plaisant parce qu'on est là, on assiste à un spectacle où il y a un menteur qui est très éloquent, qui parle très bien, qu'on a envie d'écouter parce qu'il est hyper intéressant la manière dont il parle, et qu'en même temps c'est drôle parce qu'il emploie un enchaînement de quiproquos, rebondissements et mensonges. Et en même temps, on s'instruit puisque il y a quand même une morale, dans le sens c'est pas bien de mentir, et aussi il y a toute la souffrance que laisse Dorante vis-à-vis des femmes qu'il manipule, vis-à-vis de son père, son propre père qu'il manipule, vis-à-vis de son valet, la manière dont il lui parle avec, j'allais dire autisme, non, mais avec l'idée qu'il soit hautain, un petit peu au-dessus, méprisant, là avec mépris. Autre forme de théâtre, donc il y a la commedia dell'arte, donc le théâtre de rue italien. Il y a toute l'idée du Scaramouche, je l'ai dit, donc voilà, il y a plein de formes de théâtre que nous pouvons bien évidemment avoir à l'esprit. Donc voilà. Ensuite, je reviens un petit peu sur plus particulièrement le menteur pour parler précisément des personnages. Donc, on a déjà parlé de Dorante, on a parlé de Clyton, son valet, Lucrèce et Clarisse qui sont deux amis. Il y a aussi Alcippe et Philiste qui sont deux amis de Dorante, mais donc Philiste, c'est juste un ami qui a fait des études de droit à Poitiers comme Dorante et il a un rôle un peu secondaire. Puis surtout Alcippe qui est l'allemand de Clarisse et qui va être jaloux de Dorante parce que Dorante charme sa fiancée. Donc voilà, Géronte on en a parlé parce que c'est bien le père de Dorante. Il y a Sabine qui a un rôle pareil un peu secondaire, donc une domestique. Isabelle une suivante.
Voilà, des femmes un petit peu qui accompagnent les deux grandes femmes que sont Lucrèce et surtout Clarisse. Donc voilà un petit peu pour le menteur. Après, comme autre œuvre complémentaire, vous pouvez ajouter, il y a aussi l'illusion comique, une autre œuvre de Corneille, un petit peu dans cet esprit du mensonge, avec l'exemple de l'acte 5, scène 5, entre Pridamant et Alcandre. Alors, cette idée du mensonge. Voilà. Et après, par rapport au théâtre, donc il y a les grands auteurs un peu de cette époque, avec Molière. Ensuite, nous avons Corneille. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Beaumarchais, etc. Mais il y en a d'autres encore. Comme autres auteurs, voilà, donc il y a Corneille, Molière, mais il y a aussi, comme autre grand auteur, Racine. Enfin, dernière information un petit peu relative, encore une fois, à Corneille avec le menteur. Il y a des informations dans l'examen, l'épître, la préface, etc., où Corneille s'adresse au lecteur en disant un peu pourquoi il a composé cette œuvre. Il parle un petit peu des œuvres complémentaires et de sa vie. Il y a également d'autres fiches qu'on peut retrouver sur le côté plaisant. Voilà, encore une fois, cette idée du plaquéré de quéré. Le côté plaisant, divertissant d'abord, en premier lieu, du menteur. Puis ensuite, le côté un petit peu qui vise à faire rire, mais surtout à instruire. Hein. Instruire avec une morale portée sur les inconvénients du mensonge et surtout la souffrance que laisse le mensonge causé par Dorante vis-à-vis de son entourage, tel que son père, les femmes qu'il manipule, et même le public en soi, indirectement, quand une scène, enfin quand le menteur est joué, le menteur qu'incarne Dorante trompe, manipule le public. Donc voilà, la vidéo s'achève pour cette séquence sur le théâtre. Donc voilà, ça a été un petit peu dans tous les sens, parce que je vous ai exprimé, enfin je vais vraiment parler du menteur de Pierre Corneille, qui est l'œuvre de la séquence, mais j'ai également présenté toutes les œuvres complémentaires qui peuvent servir en dissertation, la méthode pour le commentaire de texte, et également d'autres œuvres voilà, qui peuvent servir en accroche, en ouverture, des œuvres comparatives, soit qui ressemblent au menteur de Pierre Corneille, soit justement qui s'y opposent. Donc ça fait des bons arguments pour l'oral, pour la dissertation, et même en soi pour bien connaître un petit peu le parcours mensonge et comédie qui fait l'objet de la séquence, et puis surtout bien connaître la séquence, et plus particulièrement l'œuvre du menteur de Pierre Corneille. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève, et la prochaine vidéo sera sur la séquence 2, sur la littérature d'idées. Voilà, merci.